Après 40 ans de James Bond et 5 interprètes bien distincts ayant chacun leur spécificité, connaissant tous des réussites et des échecs, arrive maintenant l'acteur qui marque le réel renouveau de la franchise, le reboot que beaucoup attendaient. Daniel Craig incarne un Bond brut, proche de Sean Connery, un Bond grave et plus profond, proche de Timothy Dalton. Délaissant ses plus beaux gadgets avec l'absence temporaire du personnage de Q, ces Bond offrent une autre vision, plus sombre et réaliste. Il était une fois James Bond, pour une dernière fois avec Daniel Craig. Nous sommes donc en 2002, meurt un autre jour et très bien accueilli, du coup on se dit qu'un autre Bond avec Brosnan serait pas une mauvaise idée. Les producteurs vont donc partir vers cette idée et faire un 5e Bond avec Brosnan. L'acteur lui va être motivé, les fans, il y a pas mal de fans de Brosnan, donc voilà, ça marche bien. Pourtant en 2003, les producteurs vont appeler Brosnan pour lui dire qu'il est trop vieux, il a 50 ans, et qu'ils vont engager un jeune acteur pour jouer Bond pour s'attirer un nouveau public. On va dire qu'ils ont vraiment eu peur de refaire ce qui s'est passé avec Roger Moore. Surtout que là, ils veulent adapter un roman qui n'a jamais été adapté, de Ian Fleming, et qui est évidemment Casino Royale, qui revient sur la jeunesse de Bond. Donc dans la logique, si Bond devait être plus jeune, et si on devait vraiment rebooter la saga, il fallait un nouvel acteur. Alors, on repart dans la recherche d'acteurs durant l'année 2005, et on sollicite beaucoup de personnalités très à la mode à l'époque. Ewan McGregor, Orlando Bloom, Christian Bale, Jude Law, Colin Farrell et même Hugh Jackman. En fait, au contraire du choix qui s'est fait avec les autres Bond, qui étaient des acteurs forcément anglais, et à part Roger Moore, assez inconnus, là le choix était surtout sur la plus grande vedette possible. Néanmoins, on va revenir aux sources car le 14 octobre 2005, c'est un acteur britannique, absolument pas à la mode, qui va être choisi. Daniel Craig, un nom qui a fait hurler à l'époque. Alors que bon, si Daniel Craig a bien prouvé une chose, c'est que qu'importe le physique du Bond, ce n'est pas parce qu'on n'est pas brun avec le visage fin qu'on ne peut pas être classe. N'importe qui, qu'importe son style, peut être un très bon interprète. Désolé les fans de Brosnan pour ce que je vais dire, mais entre les deux, les meilleurs c'est les Craig, objectivement. Comme quoi. L'histoire de Casino Royale est juste folle. Depuis que le roman est sorti, il a un statut un peu spécifique chez les fans de 007. C'est le roman le plus iconique, là où Bond n'était pas encore Bond. Et vous allez voir, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce projet, c'est tout aussi fou. Nous sommes en 1962. Sean Connery joue pour la première fois James Bond dans Dr. No, mais pas dans Casino Royale, qui aurait dû être le premier Bond adapté logiquement. Mais ce que peu savent, c'est qu'un téléfilm Casino Royale était sorti 5 ans plus tôt avec Barry Nelson, le vrai premier Bond donc. Bon, le film est produit par la chaîne CBS et c'est donc eux qui ont les droits du roman. Broccoli, le producteur de Bond, n'a donc pas pu récupérer les droits et de toute façon pour lui, tout le monde se fiche de la jeunesse de Bond. Donc c'est le producteur Gregory Ratoff qui récupère les droits du livre auprès de la chaîne et qui part adapter le film. Malheureusement, il meurt. Donc, sa femme va vendre les droits au producteur Charles K. Feldman, qui voit que Bond est un immense succès grâce à la Eon Production. Donc, il va monter son Casino Royale. Il va demander à Sean Connery de faire Bond dedans, mais ce dernier refuse, étant sous contrat. Pour se démarquer, le producteur fait un Bond plus humoristique, et dans le rôle principal, il prend le chouchou de l'auteur Ian Fleming, David Niven, mais aussi Peter Sellers. Le film fut écrit par 10 scénaristes, un casting monstre avec Orson Welles en chiffres, une apparition de Belmondo et même Ursula Andress, la première Bond Girl. Mais le film est brouillon, il sort en 1967, n'est pas un grand succès, même si on lui accorde d'avoir une super BO et un énorme casting. Ce qui nous emmène en 1990, oui, un grand saut dans le temps, alors que la Eon peine vraiment avec ses histoires de procès, de Timothy Dalton qui part, et que tout le monde pense vraiment que la saga est morte. Et là, un certain réalisateur américain, palmé à Cannes, va vouloir adapter Casino Royale.
Ce réalisateur, tenez-vous bien, c'est Quentin Tarantino. Mais le projet ne se fait pas parce que Broccoli se réveille et trouve Brosnan qui va relancer la franchise avec GoldenEye. En 1997, en 2003, Tarantino essaye encore et encore, étant de plus en plus précis sur son projet. Il veut faire sortir le côté sombre de Bond avec Brosnan. Mais les producteurs ne veulent pas. Et en 2005, alors qu'ils ont trouvé Craig, ils vont rappeler le réalisateur de GoldenEye, soit Martin Campbell, pour réaliser Casino Royale. Et Tarantino est out. Et là, vous vous rendez compte quand même qu'on a failli avoir un Bond fait par Quentin Tarantino. Voilà, je ne comprendrai jamais Hollywood. Donc ce film est le premier Daniel Craig, et c'est en fait un reboot de la saga. Et cette fois, on va se pencher sur quelque chose que Broccoli n'a jamais voulu faire, le background de Bond et ses faiblesses. De toute façon, rien que le physique de Daniel Craig aborde une nouvelle facette de la saga, c'est plus la classe anglaise. Comme on l'a déjà dit, Craig c'est un Bond très brutal qui va vraiment marquer le tournant de la saga. On va s'émanciper du côté un peu plan-plan anglais qui était plus trop à l'ordre du jour, on va pas se le cacher. Donc là, les producteurs ont été devant un choix, soit ils se renouvelaient, soit en fait, James Bond aurait dû s'arrêter à l'époque Sean Connery. Donc si vous avez bien compris, ce film commence sur quand Bond n'était pas encore Bond. Et ce film s'ouvre sur le moment où l'agent va obtenir son nouveau grade d'agent 00. Dans ce film, il va devoir affronter un banquier du terrorisme mondial, le Chiffre. Et ainsi le film va s'atteler à donner un sens à toutes les choses mythiques de James Bond. Que ce soit sa phrase favorite, le vrai amour de Bond, joué par Eva Green, bref, plein de choses. Mais les enfants de Broccoli veulent pousser ça jusqu'au bout et livrer non pas un gros blockbuster comme le demande la MGM, mais plutôt un film plus grave, pour remonter aux origines, à ce qu'on voyait à l'époque Sean Connery. Ils veulent un Bond sensible mais aussi viril. C'est d'ailleurs pour ça que ce sera Daniel Craig qui sera engagé. Donc on change pas une équipe qui gagne, le générique sera chanté par Chris Cornell et sera composé par David Arnold, qui remplace un peu John Barry depuis 4 films. Notons quelque chose de très intéressant, que c'est le premier générique de Bond à ne montrer aucune femme. Puis il y aura Quantum of Solace après. Là encore, on voit une volonté de se renouveler, de passer à autre chose avec James Bond. Le film va récolter 600 millions de dollars de recettes. Est-ce qu'on peut dire que Casino Royale était le Bond que tout le monde attendait ? Je pense. Et on peut accorder un autre changement à Casino Royale, c'est-à-dire que le film se termine sur le début du prochain. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure d'écart entre les deux films. Là, vraiment, la volonté, c'est de créer une unité dans les films de Daniel Craig qu'il n'y avait pas forcément avant. Alors oui, on peut regarder les Daniel Craig indépendamment les uns les autres, ça marche très bien, mais il y a quand même une envie de se suivre. Ce qu'il n'y avait pas vraiment avant, sauf à l'époque Sean Connery avec le Spectre. Et du coup, vous le savez évidemment, le film qui suit Casino Royale, c'est Quantum of Solace. Donc après un Casino Royale qui a conquis le public, comme j'ai déjà dit, on décide de faire une suite directe à ce film. Et les Daniel Craig vont pas vraiment être un vrai reboot parce qu'on va pas reprendre les romans qu'on a déjà adaptés, on va créer des histoires originales avec des titres originaux, comme Quantum of Solace, qui ne vient pas du tout d'un roman et dont l'histoire est complètement inventée. En fait, Quantum of Solace, c'est pas non plus très éloigné de Ian Fleming parce que c'est le nom d'un de ses recueils de nouvelles. On peut aussi noter pour l'anecdote que le film devait à la base s'appeler Sleep of the Dead. Donc dans ce nouveau film, Bond va devoir traquer les proches de Vesper, un personnage de Casino Royale, et enquêter sur le Chiffre. Il va donc tomber sur le nouveau méchant, qui est un homme d'affaires gérant, d'une manière un peu douteuse, des ressources naturelles. Et oui, nous avons ici un Bond écolo. Ainsi, pour se pencher sur les problèmes environnementaux, on appelle le réalisateur Roger Mitchell, qui connaît bien Craig, mais il refuse. On prend alors Mark Forster, qui n'est pas du tout fan de James Bond, mais qui reconnaît que ce tournant de la saga vers l'intériorité de Bond est assez intéressant. Il soulève quelque chose de très pertinent. Il dit que maintenant que tout le monde, avec internet, avec des voyages moins chers, peut voyager plus facilement, voir des paysages exotiques, le public s'en fiche. Je cite donc Forster qui dit « Maintenant, dans un sens, le lieu le plus intéressant que James Bond puisse visiter, c'est lui-même. » D'ailleurs, c'est le premier réalisateur de la saga à ne pas être américain. C'est assez incroyable. Ensuite, en acteur pour jouer le méchant, nous accueillons le énième acteur français de la saga. Non, ce n'est pas Fabrice Lucchini, c'est Mathieu Amalric. Alors honnêtement, à ce niveau-là, Lucchini m'aurait pas non plus étonné. Mais on se moque, mais Mathieu Amalric va vraiment se prendre au rôle et s'inspirer de Tony Blair, qui est l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Alors j'arrive pas à savoir si c'est pour le côté méchant ou pour le côté homme d'affaires. À vous de voir.
Là encore, pas trop de changements, des tournages qui se font partout dans le monde, une BO qui est composée par David Arnold, qui va faire le générique. Alors l'histoire du générique, elle est pas mal. À la base, c'est Mark Ronson et Amy Winehouse qui devaient chanter le générique en duo. Alors évidemment, on s'en doute, la chanteuse était trop mal pour chanter le générique, du coup le duo sera remplacé par un autre. Duo évidemment composé d'Alicia Keys et Jack White. D'ailleurs, c'est le seul générique de toute la franchise à être en duo. Peut-être qu'on comprend pourquoi après le générique de Quantum of Solace. Donc, le film sort et les avis sont assez mitigés. On a des journaux qui vont dire que c'est vraiment super, fantastique, etc. Et on a des journaux qui vont dire que c'est vraiment pas terrible. Roger Moore lui-même dira ne pas aimer Quantum of Solace, mais pourtant de beaucoup aimer Daniel Craig dans le rôle. Le film remporte quand même presque autant que Casino Royale, on approche des 600 millions, mais quand même un peu moins. Alors, anecdote, en France, beaucoup de gens sont allés voir Quantum of Solace. Ce qui n'était pas du tout le cas de Casino Royale, parce que beaucoup de Français ont boudé le fait que ce soit Daniel Craig, parce qu'il ressemble pas vraiment à un Bond, c'est pas à la classe anglaise, etc. Donc on est le pays, désolé pour les Belges qui sont là, qui a le plus boudé Casino Royale, mais comme Casino Royale s'est avéré être bien, les Français se sont dit en fait on va regarder quand même les Daniel Craig, et ils sont tous allés voir Quantum of Solace. So French. En fait, on a le même effet en moins catastrophique que GoldenEye et Demain ne meurt jamais. C'est-à-dire la déception après de belles promesses. Le problème de Quantum of Solace, c'est qu'il ne ressemble pas tant que ça à un Bond. Il fait l'effet d'un film d'espionnage passable, mais pas vraiment d'un Bond. Puis, plus globalement, on dénonce le côté non abouti du film, qui ne va pas assez loin selon le public, et qui ne va pas se donner le moyen de ses ambitions. Notons quand même que l'écriture du film s'est faite durant les prémices de la grève des scénaristes à Hollywood en 2007, ce qui n'a pas aidé. Le film devait d'ailleurs sortir un an tout juste après Casino Royale pour renouer avec l'époque Sean Connery et son Bond par an. Mais bon, tout cela a été un échec. Échec qui est plus dû à un cafouillage des réalisateurs que de la grève des scénaristes, car oui, ce film a changé 3 fois de réalisateur en cours de production, ce qui n'aide rien. Donc vous l'aurez compris, ce Bond c'est clairement pas le meilleur Daniel Craig, c'est pas le pire de la franchise, c'est pas le meilleur. Et s'il restait encore des gens qui n'étaient pas d'accord avec le fait que Daniel Craig soit un bon James Bond, va arriver le film qui va mettre tout le monde d'accord sur le fait que oui, Daniel Craig est un bon James Bond. Ce film, vous le connaissez, vous avez entendu la chanson 1000 fois, mais je vais vous la remettre, parce que bon, une fois de plus, c'est pas très grave, hein. Hold your breath and count to 10. Ah, le James Bond le plus mémorable de ces 30 dernières années, c'est évidemment Skyfall, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Tout le monde a déjà entendu parler de Skyfall, le numéro 1 de tous les tops possibles sur les meilleurs James Bond, Sens Critique, tout ça, Allociné. Tout le monde est d'accord, Skyfall est premier. Mais quelle est l'histoire devant un des plus grands succès mondiaux du cinéma et le plus grand succès de la franchise Bond? On va essayer de résumer un peu ça. Nous sommes en 2010. Quantum of Solace se révèle être un Bond passable, ni un échec, ni une réussite. Un peu déçu avec un Casino Royale qui avait bien marqué les mémoires, on veut réitérer l'exploit. Le projet de ce 23e Bond est déjà en marche, mais la MGM se confronte à de grosses difficultés financières qui vont venir retarder la pré-production du film. Heureusement, tout s'arrange et on reprend les idées. On va même faire mieux, ce retard permettrait au studio de sortir le film pour le 50e anniversaire de la licence, soit en 2012. C'est assez drôle parce que avant d'arriver à l'idée de Skyfall, il y avait plein d'autres scénarios écrits. Le premier se nommait Once Upon a Spy. Il était une fois un espion pour ceux qui ne comprennent pas mon anglais. Et dans ce film, Bond devait démanteler un trafic de drogue en Afghanistan. Sauf que Sam Mendes est contacté pour réaliser le scénario qu'ont écrit Neil Purvis et Robert Wide, 2 scénaristes de l'ère Brosnan, et il n'est pas d'accord avec cette idée. Lui, il veut parler de Bond, vraiment de Bond. Donc, ils réécrivent ensemble une nouvelle idée. Bond mourrait au début, puis ressusciterait. Mais le film s'appelle Nothing is Forever. Rien n'est éternel. Peu de temps après, le projet est renommé, quelques noms sont changés, et ainsi est né Skyfall. Pour consolider cette bonne équipe, on fera alors venir Roger Deakins en directeur de la photo pour travailler avec Mendes. Et on voit la différence. Ensuite, après un Danois, un Français, pourquoi ne pas engager un Espagnol? Ion Production contacte directement le chouchou d'Almodovar qui a brillé quelques années plus tôt en méchant dans No Country for Old Men, on parle bien là de Javier Bardem, pour jouer peut-être l'un des meilleurs méchants de Bond, même si on a eu du niveau déjà dans la franchise.
En plus de ça, enfin on va faire revenir les personnages de Q et Moneypenny. Et ce qui est génial avec Skyfall, et ce que Broglie n'avait en fait finalement pas bien compris, c'est que les gens sont intéressés par le côté sombre de Bond et son passé. On va vraiment explorer, comme un blockbuster peut le faire, la profondeur des personnages, même des personnages secondaires comme M, Moneypenny, etc. Après 50 ans, 23 films, oui, c'est ce qu'il fallait donner cette respiration à la franchise. Bref, dans cette idée, le film est nommé Skyfall à cause de la résidence, la maison, le manoir des Bond qui s'appelait Skyfall. Avec un budget avoisinant les 200 millions de dollars, c'est autant que Quantum of Solace, donc rien d'extravagant de ce côté. Le tournage commence en novembre 2011, un peu partout dans le monde, comme d'habitude depuis plusieurs années, et on peut noter que c'est le premier Bond filmé intégralement en numérique. Changement ensuite notable, ce ne sera pas David Arnold à la musique, qui était là depuis Demain ne meurt jamais, mais Thomas Newman, le compositeur plus ou moins attitré de Sam Mendes. Ensuite, est-ce vraiment utile de rappeler que le générique est chanté par Adele et qu'elle a remporté l'Oscar de la meilleure chanson? Rien que ça. L'accueil du film, parlons-en, vous le savez très bien, le film est encensé par toutes les critiques, par tout le monde. Le film se rembourse en une semaine d'exploitation et devient en une semaine le plus gros succès cinématographique de l'histoire du cinéma au Royaume-Uni. Il va voler la place de Goldfinger en tant que Bond le plus rentable de tous les Bonds, et celui qui a le plus marché en tout cas. Et il va se placer numéro 1 du box-office mondial de 2012, c'est une chose qu'aucun Bond n'avait jamais fait avant. Le film remporte plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard 01 je crois à peu près, et devient l'un des 10 films qui ont le plus marché de l'histoire du cinéma. Vous l'aurez compris, le succès de Skyfall, c'est assez incroyable. Cela, ça s'explique assez facilement, hein. On va explorer plus les personnages, on va créer une esthétique avec Sam Mendes et son directeur de la photo qui est quand même très joli. C'est un film d'espionnage, un blockbuster qui va aller plus loin quand même dans ses personnages secondaires. C'est une vraie respiration pour le cinéma blockbuster, je trouve, Skyfall quand même. Évidemment, dans le genre, Skyfall a un des meilleurs méchants du cinéma, Javier Bardem surpasse beaucoup de méchants de James Bond. Et faut dire que James Bond, même les pires James Bond, avaient quand même des acteurs et des méchants qui valaient le coup. Oui, même Christopher Walken. Donc, bon, pour le prochain Bond, on va un peu miser sur ce succès et créer un espèce de Skyfall 2, évidemment. C'est argent quand tu nous tiens. Et rien que le titre de ce film, qui va suivre Skyfall, a créé une hype incroyable dans tous les fans de James Bond. 10 ans après 30 ans, après Les Diamants sont éternels, sorti dans les années 70 avec Sean Connery, le retour du Spectre. I've been here before. Bon, parler du passé de Bond, revenir aux origines, revenir à ce que le public veut en fait, ça a marché, on va l'exploiter jusqu'au bout. Je jure solennellement de ne pas dire du mal de ce film, car nous prenons ici l'objectivité absolue. Après le succès de Skyfall, les producteurs vont faire appel à nouveau à Sam Mendes pour la réalisation du film. Au départ, il dit non, parce qu'il a d'autres projets, notamment au théâtre, puis en fait, finalement, il accepte. Mais le film devrait être repoussé d'1 an. Le scénario est écrit par un petit nouveau par contre, John Logan, et le casting commence à se créer. Évidemment, on retrouve toute la team Bond, et en Bond Girl, on prendra la fameuse Léa Seydoux. Ensuite, on aura aussi Monica Bellucci, et puis David Bautista en homme de main qui veut rappeler le personnage de requin. Et enfin, le grand méchant est interprété par le seul, l'unique Christopher Waltz. On a le quota de nationalité sur les acteurs de personnages secondaires, c'est tout bon. Et donc après danois, après français et après espagnol, on accueille l'autrichien. Dommage, Rami Malek ne suit pas cette logique, c'est un peu décevant. Le tournage débute en 2014 et on va évidemment tourner un peu partout dans le monde, dont au Mexique, logique. À la musique, on reprend Thomas Newman, parce que bon, c'est toujours Sam Mendes à la réal. Et la chanson du générique, c'est Writing on the Wall de Sam Smith. J'ai failli dire à ne pas confondre avec la chanson des Floyd, et je me suis retenue. Et enfin, je peux peut-être dire, après avoir analysé tous les James Bond, tous ces vidéos, que Spectre est peut-être le James Bond qui connaît le plus de bourbiers et de problèmes au tournage. Je n'ai jamais vu ça. Déjà, Sony se fait pirater pendant le tournage, donc les choses fuitent, enfin c'est la panique. Ensuite, il y a eu un vol de voiture pendant le tournage qui a coûté 1 million. Voilà, des gens volaient les voitures du film. On a eu des histoires de fraude dans l'équipe du film, Sony, etc., qui a débouché sur des procès. On a des suites de scénarios qui fait qu'on doit changer le scénario, mais on va pas trop le changer quand même. Enfin,
Il y a que ça. Partout, tout le tournage de Spectre, c'est que des problèmes dans ce genre. Mais bon, cela n'empêche pas qu'à sa sortie, Spectre réalise le meilleur démarrage de toute l'histoire du cinéma au Royaume-Uni. Mais au final, évidemment, le film fait moins de recettes que Skyfall. Cela peut s'expliquer par deux choses. Si on prend au niveau mondial, le film il est moins bien, donc ça se trouve le bouche à oreille, etc., les gens sont moins allés le voir. Au niveau national français, je sais pas si vous vous en rappelez, moi je m'en rappelle hyper bien, bizarrement, mais le film est sorti la semaine des attentats du 13 novembre. Donc tous les cinémas étaient fermés le samedi 14. Moi personnellement j'y suis allée le dimanche, je n'ai jamais vu aussi peu de monde dans une salle de cinéma que ce jour-là, sauf que c'était au Grand Rex quand même. James Bond, le nouveau James Bond, le dimanche de la sortie du film, il y avait 2 personnes dans la salle. 16h. Tout va bien. Vraiment, ambiance très bizarre qui fait que, effectivement, au niveau du démarrage en France, j'aurais expliqué ça par les attentats, mais en fait, le film a fait un bon démarrage en France, même très bon, bizarrement. Je ne sais pas qui allait voir James Bond la semaine de sa sortie. Je sais pas, peut-être que tout le monde s'est rué le mercredi pour voir le nouveau James Bond et toutes les entrées se sont faites le mercredi. James Bond a presque 60 ans, et 24, bientôt 25 films derrière lui. 6 interprètes se sont passés le flambeau, apportant à leur manière, qu'on les aime ou non, quelque chose à l'agent secret le plus connu du monde. Peut-être que James Bond est une saga mal aimée, qui a retrouvé un peu d'elle avec Skyfall. Peut-être. Mais Bond est aujourd'hui, sans conteste, une figure mythique de la pop culture, voire plus. La saga James Bond est plutôt une belle franchise, qui a une ambition assez belle. Que ce soit dans les décors, dans les costumes, dans les génériques, les affiches. Il veut nous faire voyager, vivre avec son temps, être tout simplement le reflet d'une époque, que ce soit dans les musiques, dans les personnages, le contexte. Finalement, on a tous notre 007 favori, sûrement celui par qui on a découvert cet univers d'ailleurs. Mais il était intéressant à mon avis de revenir sur ces bientôt 60 ans de cinéma, 60 ans d'aventure, suivis de génération en génération, qui portent une histoire, un voyage, de l'action et des personnages mémorables. Une question reste pourtant en suspens, après Meurt un autre jour, le 25e film de la franchise, qui sera le prochain Bond ?